Bonjour. Donc nous avons remarqué que vos réalisations sont fortement axées sur le thème de l'histoire et de la politique. Pourquoi? Est-ce que vous avez, est-ce que ça vous tient, c'est un thème qui vous tient à cœur, votre histoire peut-être? Euh, oui, alors en fait, j'ai deux grandes passions, c'est l'histoire et le cinéma. Voilà, donc j'essaye de concilier les deux. Moi, j'ai fait des études d'histoire assez longues d'ailleurs, donc j'ai une formation d'historien. Et puis, j'ai toujours eu envie de me servir de l'image pour parler de l'histoire. Donc c'est ce que j'essaye de faire, soit dans des documentaires historiques, soit plus anciens, soit dans des documentaires politiques, plus récents. Voilà, on peut dire vraiment que l'histoire contemporaine me passionne particulièrement et je trouve que l'image du cinéma est un instrument formidable pour montrer, raconter, décortiquer l'histoire contemporaine. Ok. On sait que jusqu'en 2005, votre travail était plus centré sur les documentaires. Et quel était l'élément déclencheur qui vous a orienté vers le cinéma plus de fiction ou l'écriture de scénario de fiction? J'ai fait pendant longtemps, 10 ans, 15 ans, des documentaires historiques, j'en ai fait beaucoup, mais j'ai toujours eu envie en fait de passer à la fiction, et pour moi il n'y a pas de muraille de Chine entre la fiction et le documentaire. Je dis souvent quand je conçois ou je construis ou je fais un documentaire, je le fais comme si c'était une fiction, comme si les personnages dedans étaient des personnages de fiction, le rythme, la construction, etc. Et en fait, cette envie de fiction m'est venue il y a 12 ans, 13 ans, j'ai travaillé sur ce long documentaire sur Mitterrand, le roman du pouvoir, qui fait 4 heures, et j'ai été tellement, en travaillant dessus, j'ai travaillé 2 ans, 3 ans, tellement séduit, ou étonné de voir que le caractère romanesque du personnage, des situations qu'il avait traversées, etc. Qu'à ce moment-là, je me souviens très bien, je me suis dit qu'il faut faire une fiction sur Mitterrand et sur d'autres personnages. Exactement la même idée m'est venue, s'est poursuivie quand j'ai fait le documentaire sur Chirac. C'est-à-dire que c'est les gens qui traversent tellement de moments incroyables de l'existence, de l'histoire, et sont eux-mêmes des personnages particulièrement complexes. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, que j'essaye toujours de montrer dans mes documentaires, c'est la complexité des personnages qui sont pris dans la complexité de l'histoire. Mais il se trouve que, un peu par des circonstances, comment je suis venu à la fiction, donc je réponds à votre question, j'ai fait un documentaire qui est sorti en 2002, donc qui s'appelait L'ennemi intime, qui était un long travelling dans la guerre d'Algérie, la violence, etc. Et il se trouve que pendant que j'étais en train de finir ce film, j'ai rencontré Benoît Magimel, et qui ne savait pas du tout ce que je faisais, et qui me dit, mais moi je rêve de jouer un soldat pendant la guerre d'Algérie, etc. Et du coup, je lui dis, mais Benoît, moi je suis en train de finir un film documentaire. Et donc il est venu voir le film une fois qu'il a été fini. Et il est sorti de la projection. Il m'a dit, écoute, si tu écris le scénario, moi je le joue. Voilà. Alors, évidemment, c'est inspirant de tout ça. Et donc j'ai écrit le scénario là, en 2 mois, en fait, parce que j'étais tellement imprégné. Ça faisait 2 ans que je baignais dans ces récits d'histoire. J'avais rencontré des dizaines et des dizaines de témoins, j'avais fait des interviews. Bref, je trempais dans ce bain de la guerre d'Algérie. Et donc, voilà, j'ai très très vite écrit un scénario. Bon, après, c'était sur le plan financier, c'est une autre histoire, plus long à monter. Mais le film s'est fait, sorti, etc. Et donc, c'est comme ça, en fait, que moi, je suis passé du documentaire à la fiction. Mais en fait, je ne suis pas passé parce que j'ai continué à faire du documentaire et j'ai continué à faire de la fiction. Voilà, parce qu'après, je vous parlais du documentaire sur Chirac. J'ai été contacté tout de suite après la diffusion par 2 producteurs, les frères Altmeyer, et qui
Ils m'ont dit qu'ils voulaient faire un film politique. Et donc ils avaient un projet, et, voilà, donc on a discuté. Leur projet ne me plaisait pas beaucoup, mais moi je leur ai proposé de faire un film sur Nicolas Sarkozy, avec des vrais noms, et voilà, et c'est devenu la conquête. Voilà. Et pensez-vous pas qu'en adaptant un documentaire en fiction, ça dénature un peu la richesse qu'on peut avoir dans un documentaire, la richesse de l'information qu'on a obtenue avec les témoignages Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une adaptation du documentaire, c'est une recréation. Hein, c'est-à-dire, il faut bien, le documentaire, c'est une création particulière, avec une alchimie assez complexe à trouver entre le fond, la forme, les images, les témoignages, quand il y en a, etc. La fiction, c'est tout à fait autre chose. Parce que la fiction, alors moi j'aime beaucoup les fictions qui sont ancrées dans le réel. François Truffaut, il disait, dans tout bon film, il y a un bon documentaire. Et je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que le cinéma, quand il nous touche, quand il est fort, c'est parce qu'il s'ancre dans une réalité, dans du travail préalable, quand on écrit le scénario, un travail d'enquête, pour être aussi proche possible de cette réalité. Et après, il faut l'oublier. Et après, il faut s'en échapper, parce qu'après, il faut travailler sur les personnages. Et c'est là où on est très loin en fait, du documentaire, c'est que vous avez cette liberté que vous n'avez pas du tout dans le documentaire. Parce que le documentaire, c'est l'école de la rigueur, de la précision, donc voilà, en tout cas, il faudrait. Bon, et c'est-à-dire que vous n'utilisez que des images, jamais d'images d'illustration pour faire beau, etc., mais des images qui veuillent dire quelque chose, qui soient exactes. Vous ne mettez pas une image qui se passe à Prague au mois de septembre 68, si vous racontez ce qui est en train de se passer le 21 août, par exemple. Bon, voilà, c'est une école de rigueur absolue, et ça, dans la fiction, vous échappez à ça. Vous avez la liberté de mettre dans vos personnages, bien sûr, beaucoup d'éléments de réalité. Enfin, moi, quand j'ai écrit le scénario de l'ennemi intime, j'ai puisé dans tous les entretiens, dans toutes les histoires, et c'était 1000 petites histoires, comme ça avec lesquelles j'ai construit mon histoire et mes personnages. Mais vous avez la liberté absolue de les faire évoluer comme vous voulez. Vous êtes le grand maître, quoi. Documentaire, ce sont vos personnages qui sont les maîtres. Vous semblez dire donc que le travail de documentation est très rigoureux, ça vous tient à cœur apparemment. Est-ce que vous faites ce travail dans un souci de véracité, de vraiment apporter le souci du détail, ou pour obtenir entre guillemets l'info croustillante, faire des révélations qui n'ont jamais été faites jusque-là? Dans un documentaire, il y a évidemment vous recherchez à raconter ou à montrer ce qui n'a jamais été raconté ou montré avant. Bon, alors c'est vrai au niveau du fond, si je veux dire, de ce qui peut être dit dedans. C'est surtout vrai, parce qu'un film c'est avant tout de l'image, hein, et c'est surtout vrai de l'image. Donc moi quand je fais un documentaire, j'attache une très grande importance à la recherche d'archives pendant très longtemps. Ça c'est un temps qui peut durer des mois et des mois et des mois. En n'étant jamais satisfait de ce qu'on a, et donc il faut toujours aller rechercher, revoir, rechercher, etc. Donc je pourrais vous donner beaucoup d'exemples c'est la chasse au trésor d'une certaine manière, voilà. Et ça peut durer 1 an. Et moi, j'ai des films, j'étais en fin de montage et on arrivait à obtenir des images sur lesquelles on était parti à la chasse depuis des mois et des mois et des mois, et donc je modifiais le montage en fonction de ça. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument déterminant et primordial, se dire qu'il y a toujours des images quelque part et qu'on peut chercher, qu'on peut trouver, qui sont nouvelles et en tout cas qui sont surprenantes, etc. Donc c'est un aspect absolument déterminant. Et l'autre aspect dont je parlais à l'instant, tout à l'heure, c'est que
c'est la précision et la rigueur de ces images. Ne pas utiliser des images dont on ne sait pas d'où elles sortent, dont on ne sait pas comment elles sont datées, si elles ne sont pas datées d'ailleurs, etc. Parce que moi je me souviens quand j'ai fait été 44, un film sur la libération, j'ai visionné des centaines d'heures d'images de l'armée américaine, par exemple, débarquant, roulant avec les chars, etc. Et heureusement, il y avait, chaque fois sur les rushs, il y avait une petite ardoise comme ça, où il y avait marqué tel jour, tel lieu, et le nom de l'opérateur qui avait fait le... Mais très souvent, qui avait fait le tournage. Et très souvent, vous avez des images d'archives qui ont été montées, remontées, trafiquées, et vous ne savez pas d'où elles sortent, vous ne savez pas ce que c'est. Par exemple, j'ai fait un mur à Berlin, donc sur la chute du mur. J'ai visionné toutes les images qui sortaient de toutes les télévisions du monde entier sur cette nuit là, du 9 novembre, et j'ai passé un temps fou avec 2 Berlinois pour identifier sur chaque image d'archive à quel moment c'était dans la soirée, quelle rue on était, etc. Parce que mon souci, c'était peut-être un peu maniaque, mais c'est que ce qu'on voit est exact. Quand on dit la foule arrive sur Friedrichstrasse, qu'on ne soit pas sur une avenue à Pétaouchnok qui n'a rien à voir avec Friedrichstrasse, parce que de toute façon il y aura 3 personnes qui vont tout de suite se rendre compte qu'on n'est pas à Friedrichstrasse. Donc ce souci d'exactitude sur le lieu, sur la date, sur l'heure, etc., c'est absolument important. Et du coup vous vous rendrez compte que si vous utilisez les archives comme ça, ces archives, c'est elles-mêmes qui racontent, qui parlent. Donc elles ne sont pas là pour poser, pour illustrer un propos, ce sont elles qui sont déterminantes, toujours, pour raconter l'histoire. Et si elles sont suffisamment de force, en fait, vous n'avez pas besoin d'autre chose que de le montrer comme ça. Tout à l'heure, vous parliez de la liberté qu'offrait la fiction par rapport au réel, qu'on pouvait un peu se détacher, mais du coup, est-ce que ça engendre pas une petite subjectivité dans vos films ou, Alors, sur cette histoire de subjectivité et d'objectivité, je ne crois absolument pas à l'objectivité. Je pense que c'est du pipeau, l'objectivité. Quand vous faites un film documentaire, vous le faites avec votre sensibilité, vos émotions, votre analyse, votre compréhension. C'est la manière de voir à vous dont vous servez pour raconter cette histoire. Il n'y a pas d'objectivité. Autrement, ça serait l'objectivité, ça serait sur un documentaire historique de mettre une espèce de chronologie en images toute plate avec tel jour, telle heure, tel truc, etc. Un documentaire, c'est une création, vous le faites avec ce que vous avez dans la tête, dans votre cœur, et vous donnez votre point de vue. Il n'y a pas de film sans point de vue, que ce soit un documentaire. C'est même pire que tout de faire un documentaire sans point de vue. Alors là, ça se voit tout de suite. Moi, j'en ai vu ici. Donc on ne sait pas ce que veut raconter le metteur en scène. Donc moi, je revendique cette subjectivité. Et je revendique en même temps l'honnêteté. C'est-à-dire que l'honnêteté, ça veut dire que vous ne... Je ne vais pas reprendre ce que je viens de dire, mais vous ne tordez pas les faits, vous ne mettez pas des images bidons ou trafiquées, vous ne faites pas dire aux gens le contraire de ce qu'ils ont dit, vous ne coupez pas les phrases, etc. Moi, je fais pour essayer de les piéger, de les contredire, etc., ou de les mettre en difficulté. Donc, l'honnêteté absolue sur le plan intellectuel et la subjectivité de la manière dont vous faites votre film, parce qu'encore une fois, c'est votre film, c'est votre point de vue, c'est la manière dont vous le racontez. Sur un même sujet, vous avez multiples manières de faire un film. Vous prenez n'importe quelle l'histoire de la chute du mur. Il y a eu plusieurs films qui ont été faits, chacun est très différent. Moi, j'avais envie de raconter quelque chose que je ressentais après avoir passé pas mal de temps à Berlin et d'avoir rencontré beaucoup de monde. Donc votre film, vous le fabriquez à force de travailler dessus et les choses se mettent en place. Vous avez envie de raconter d'une certaine manière ce que vous avez à dire. Et donc c'est ça la subjectivité. D'accord. Mais en restant quand même proche de... Évidemment, voilà. Évidemment. Sans Encore une fois, je ne répète pas, mais oui, évidemment, vous respectez les faits, vous respectez etc. Mais entre la même image, il y a un petit film
qui a été fait sur la libération de Paris, où sur les mêmes images, il y a les commentaires allemands, les commentaires anglais, le commentaire de la France libre, etc., etc. Et ben, vous ne voyez pas les mêmes événements, évidemment. Donc, c'est très facile de tordre dans un sens, dans l'autre, de faire parler les images. C'est pour ça que j'insiste sur l'honnêteté de ce que vous montrez. Vous ne leur faites pas dire l'inverse de ce qu'elles disent. Hein, mais qu'est-ce que c'est un film? C'est les choix que vous faites dans la construction de la narration, le choix des images qui intervient, à quel moment, la longueur que vous laissez sur tel ou tel plan. Donc, et la manière dont vous travaillez sur les images d'archives, votre subjectivité intervient. Je me souviens par exemple, quand j'ai fait le film sur 68, il y avait un plan d'hélico au Vietnam, c'était la guerre du Vietnam, et ils ont enlevé un tas de cadavres dans un filet comme ça, et l'hélico ont porté ce filet, etc. Bon, moi je fais le choix de rester dessus pendant... L'hélico s'éloigne parce que pour moi c'est cadavre, ça c'est tout le symbole de cette guerre. Mais, donc c'est des choix de réalisation que vous faites. À chaque instant, c'est là qu'intervient justement ce que vous avez envie de faire passer au spectateur. Si je reste sur cette image assez longtemps, pourquoi? L'image d'après vous choque. Voilà. Et ça, il n'y a que vous qui décidez. Et ça, vous pouvez faire ça avec les mêmes images, vous pouvez construire des films totalement différents. C'est pour ça que faut revendiquer sa subjectivité. Au-delà de ces choix de réalisation, est-ce que la création du film ne dépend pas aussi peut-être d'une pression médiatique par les thèmes abordés, les thèmes politiques? Une pression médiatique? Oui, c'est-à-dire la censure par exemple Ouais. Écoutez, alors, moi j'ai jamais été confronté à une quelconque pression, à une quelconque censure. La vraie difficulté, c'est avant en fait. C'est que dans l'acceptation ou pas de faire du projet que vous avez, parce que généralement vous avez un projet de film et vous allez en parler. Alors si c'est à la télévision, pour la télévision responsable unité de programme, là, ceux qui traînaient ici, et généralement il faut les convaincre, etc. Donc c'est dans le refus que s'exerce en fait à ce niveau-là que s'exerce la censure. Moi, une fois que... Alors moi, je veux dire, en documentaire, on ne m'a jamais refusé un projet, donc j'ai toujours fait exactement les films que je voulais faire. Et après, on ne m'a jamais dit non, ça, il faut couper parce que c'est trop... irrévérencieux pour le président de la République, etc., etc. Donc j'ai jamais eu ce type de pression, mais bon, je ne suis pas sûr que mon exemple soit bon. Hein. Donc il ne faut peut-être pas en tirer une leçon universelle. Et au cinéma, c'est un peu différent comme processus, parce que là, il faut... sur quoi s'exerce la censure, en fait, sur le choix, sur la possibilité financière ou pas de monter le film, en fait. Et donc là, vous avez quand même beaucoup de projets qui ne se font pas parce qu'on ne peut pas les monter financièrement. Et voilà, alors après, c'est pas par exemple sur la conquête qui est un sujet particulièrement chaud, ça a été très dur sur le plan financier d'arriver à le monter, et ça a duré 4 ans, parce que, évidemment, ça mettait en scène le président de la République. Donc là, les organismes qui dépendent de l'argent public n'étaient pas d'un enthousiasme fou pour mettre de l'argent dans ce projet. Voilà. Mais au-delà de ça, il est clair que vous avez les décideurs du cinéma, les financiers du cinéma, iront plus volontiers vers des comédies consensuelles que vers des films un peu plus exigeants, plus dérangeants, etc. Et c'est là qu'il y a une véritable barrière, on peut dire, qui existe. Alors, bon, j'ai une question par rapport aux informations un peu exclusives qu'on a dans les faux, par exemple le témoignage de Copé, Barouin, tout ça. Est-ce que c'est grâce à votre personnalité, votre persévérance, votre caractère, ou votre réseau peut-être comment vous avez obtenu... Quand vous faites un film
politique documentaire comme ça, il est clair que le résultat final dépend de la qualité, bien sûr des images que vous trouvez, mais de la qualité des témoins de ce film. Bon, et à chaque fois j'étais confronté à ça, avec le film sur Mitterrand, d'avoir des bons témoins qui racontent bien, qui racontent des choses nouvelles, les films sur Chirac, etc. Et là j'étais vraiment sur un... C'était le film sur lequel j'étais sur peut-être le plus difficile, le plus périlleux. D'abord parce que c'était une histoire qui était très récente, qu'elle n'était pas finie, que la haine entre Sarkozy et Villepin était quelque chose qui dure toujours d'ailleurs. Et donc comment arriver à convaincre des témoins de premier plan de cette histoire, d'en raconter les coulisses. Voilà. Et alors il y en a qui ont refusé, hein, c'est évident. Alain Juppé, il a refusé, d'autres ont refusé. Donc vous avez toujours des refus hein, sur ce genre de film. Il ne faut pas se décourager parce que de toute façon vous arrivez quand même à faire le film. Bon, ça manque, mais finalement vous vous rendez compte que vous arrivez à faire le film quand même. Et puis il y a d'autres entretiens bon, qui sont, j'allais dire, décevants. Bon, voilà, employer un euphémisme. Les gens vous disent rien, ils vous baladent, c'est un robinet d'eau tiède. Dès l'interview, là, que vous vous rendez compte tout de suite là, que la personne qui est en train de parler, vous allez tout balancer parce que c'est pas très intéressant. Voilà. Et puis il y en a toujours, là, je sais pas, sur les 25 personnes que je tourne, ben, vous en avez toujours 4-5 qui sont formidables. Enfin, toujours. Et là en particulier, c'est vrai que j'ai été très agréablement surpris par la liberté de ton incroyable de Copé, de Barouin, de Raffarin, etc. Et donc là, vous êtes en train de poser vos questions et vous vous dites, ça fait tilt, et vous dites ça va être formidable, ça va être, etc. Donc voilà. Et du coup, effectivement, ce qui reste au montage, vous vous rendez compte, c'est que vous travaillez, vous faites au montage avec eux, parce qu'un documentaire, avec des témoins, c'est comme un casting de cinéma. C'est-à-dire que vous avez, il faut que vos acteurs soient bons, voire très bons. Et donc, bons sur le fond, c'est-à-dire qu'ils disent des choses, ils révèlent des révélations. Bon, Copé raconte qu'il organise un réseau d'espionnage chez les ministres baladuriens. Bon, c'est quand même assez invraisemblable comme histoire. Bon, plein de comme ça. Il faut qu'il soit bon sur le fond. Et qu'il soit bon dans la manière de raconter, qu'il soit vivant, qu'il soit drôle, parce que encore une fois, disons-le, c'est regarder des gens qui parlent dans un écran, dans un petit écran, ça peut être emmerdant. On voit ça toute la journée à la télévision, des gens qui parlent. Donc il faut que vous, si vous faites un film, les gens qui parlent, il faut que les gens soient scotchés. Ils regardent, voilà, donc il faut qu'ils soient, voilà. Et vous vous rendez compte au fur et à mesure du montage que tout ce qui ne correspond pas à ces critères, et ben finalement ça tombe, parce que vous avez tendance à construire le récit sur ceux qui font que, justement, c'est par ce récit que l'histoire se raconte, que vous êtes accroché, que vous êtes pris, qui vous font rire, etc. Donc, voilà. Par exemple, pour les faux que vous avez fait, si vous avez réétabli un scénario ou si vous avez récolté au fur et à mesure. Oui, c'est une question importante sur comment on fait. Effectivement, en fait, je travaille toujours un peu de la même manière sur ce genre de documentaire, c'est qu'il y a deux travaux qui se font tout à fait en même temps, et donc il y a un gros travail de recherche, d'investigation, de lecture, parce qu'effectivement il faut être très pointu, très bon sur cette histoire-là. Donc là, en l'occurrence, j'ai lu, relu, rencontré des gens, me suis renseigné, etc. Parce que quand vous arrivez pour les interviews, vous arrivez à avoir 2 heures d'entretien avec le ministre des Finances qui est là, donc il n'a pas beaucoup de temps, il vous dit samedi matin à 10h, vous avez intérêt à arriver à être au point, quoi, parce que vous n'allez pas avoir de 36 interviews. Donc il y a ce travail de préparation du fond, des questions, qui est très important, de ce que vous avez raconté, comment le film va se construire. Et simultanément, il y a le travail sur l'image, que je fais toujours en même temps, parce que l'un nourrit l'autre toujours. Voilà. Et quand je regarde, par exemple là, pour continuer sur l'exemple des fauves, j'ai visionné à peu près toutes les archives possibles
existantes sur Charcot et Villepin de 1993 à 2010. Bon, donc j'ai visionné énormément, et quand vous voyez des scènes, ça vous inspire des questions que vous pouvez poser, et inversement, dire que quand vous travaillez dans des livres, vous tombez sur tel ou tel récit, telle anecdote, etc. Vous dites, tiens, mais je vais demander à la documentaliste de rechercher tel épisode qui vous a un peu sorti de la tête, etc. Donc les deux se nourrissent complètement l'un l'autre, mais c'est que ce travail de préparation, en fait, est assez long, c'est plusieurs mois toujours. Enfin, parfois, je disais tout à l'heure 1 an pour les archives, mais voilà, avant d'entrer en salle de montage. C'est tout. Merci. Merci beaucoup.